Bienvenue dans la nouvelle émission de la chaîne YouTube du Centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, nous sommes sur une thématique après presque 2 semaines de déconfinement franco-allemande. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème du franco-allemand? Parce qu'on se rend compte que bien qu'étant frontaliers, ces deux pays ont géré différemment la crise et notamment confinement, déconfinement, c'était pas tout à fait pareil. Alors, j'ai le plaisir d'inviter aujourd'hui pour cette émission dans le cadre du mois de l'Europe, la jeune ambassadrice OFAGE de la Vendée. Donc, Blandine Martineau, bienvenue. Merci, bonjour à tout le monde. Alors, Blandine Martineau, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'OFAGE, ce qu'est l'OFAGE? Oui, alors l'Office franco-allemand pour la jeunesse, donc c'est un organisme qui permet et qui essaye de promouvoir les relations entre la France et l'Allemagne. Donc, comme le nom l'indique, notamment pour les jeunes. Donc, c'est pour les jeunes et par les jeunes. Et c'est pour ça qu'on est une centaine d'ambassadeurs dans toutes les régions de France et dans toutes les régions d'Allemagne. Donc, mandatés pour 1 an, renouvelable jusqu'à 3 fois si on le souhaite. Donc, moi, je suis ambassadrice depuis 2 ans maintenant. Et cette année, on est 3 pour les régions toute la région des Pays de la Loire. Et donc, moi, étant en Vendée, c'est... Et donc, qui justement peut vous faire appel? N'importe qui? Alors, Des n'importe qui. individuels? Ça peut être des particuliers, des individuels, ça peut être des établissements scolaires, ça peut être des associations, des communes. Vraiment, c'est ouvert à tout le monde et pas que aux jeunes non plus, même si c'est pour les jeunes et par les jeunes, tout le monde peut y participer, même les très grands jeunes. Donc, c'est pas toujours les ambassadeurs de l'OFAGE qui répondent, mais il y a plusieurs on va dire plusieurs fonctions, plusieurs mandats dans le phage. Si c'est les établissements scolaires, on peut repasser plus sur les jeunes qui font France Mobile ou Deutsche Mobile en France. Si c'est plus pour les associations, ce sera peut-être plus les ambassadeurs qui réagiront. Après, on adapte en fonction tout simplement des compétences et de ce qu'on peut mettre en place pour que ça réponde à tout le monde. D'accord. Donc, justement, aujourd'hui, dans cette émission du mois de l'Europe, eh bien, Blandine, vous allez nous faire un petit éclairage de la réalité en Allemagne face à cette crise Covid. Donc, nous allons commencer tout de suite l'émission. Pourquoi tant de différences entre la France et l'Allemagne face à la crise du Covid-19? Alors, on a construit cette émission à partir des questions qu'on a reçues des internautes. Et la première de toutes, c'est pourquoi y a-t-il moins de morts en Allemagne qu'en France dans cette période que nous sommes en train de traverser? Alors, en Allemagne, déjà, il faut savoir que le premier cas, il a été détecté le 27 janvier, donc en Bavière, dans le sud de l'Allemagne. Ce qui fait qu'il y a un dépistage massif qui a été mis en place dès la fin janvier, début février, où ils étaient environ à 500 000 tests par semaine. Donc, ce qui permettait de déterminer plus facilement où étaient les contaminations les plus importantes. Et en même temps, il faut savoir que les taux d'équipements médicaux sont très élevés dans ce pays. Donc, avant la crise du Covid, il y avait environ 28 000 lits possibles en soins intensifs, 20 000 avec respirateur. Et pendant la crise du Covid, ils sont passés à 40 000, donc 40 000 lits de soins intensifs et 30 000 respirateurs. Ouais, alors qu'en France, on n'était qu'à 7000 lits en soins intensifs, en fin de compte. Donc, Voilà. un gros différentiel, 3 fois plus au début de la crise en Allemagne par rapport à la France. Ouais. Alors, Ce qui explique déjà une grosse différence au niveau cas. Et d'après vous, pourquoi aussi y a-t-il des différences peut-être d'un point de vue culturel? Nous, en France, on vit on a tendance à avoir cette tradition de faire des repas en famille, de s'inviter, parfois aussi les grands-parents qui vivent chez les enfants, plusieurs générations sous le même toit. Est-ce que c'est la même chose en Allemagne?
Alors, c'est un petit peu différent quand même. Il peut arriver qu'il y ait certaines familles qui vivent à plusieurs sous le même toit. Souvent, c'est même d'ailleurs dans les maisons des appartements. Il y a plusieurs appartements dans la maison, donc un étage pour les grands-parents, un étage pour les enfants, etc. Par contre, la grosse différence, c'est que contrairement à nous, enfin, on le fait aussi, mais les Allemands, ils ont quand même une culture, on va dire, de manger dehors dès qu'il fait beau. Donc, c'est vrai qu'ils vont facilement faire des petites grillades dehors ou des repas dehors. Et il n'y a pas cette habitude de manger tous assis à une même table très longtemps, parce qu'il faut reconnaître que les Français, on a quand même l'habitude de manger assez longtemps, avec plusieurs plats. En Allemagne, c'est quelque chose qui se fait beaucoup moins. Et en même temps, et je pense que ça explique beaucoup de choses, c'est qu'il y a une densité de population qui est beaucoup plus faible, notamment dans les grandes villes, puisque la ville de Berlin, donc qui est la capitale, se retrouve 9 fois plus grande que Paris, mais à proportion, elle est 2 fois moins peuplée que notre capitale française. Et notamment dans cette ville, il y a 50% d'espaces verts. Donc ce qui est énorme quand on y pense, puisqu'on peut se permettre de manger dehors tout en respectant les règles de distanciation pour Social. éviter de contaminer. Donc, en Donc effet, ça s'explique aussi. ouais, donc des chances réduites pour le virus de se Mmh. propager de façon Mmh. importante. Et puis, pour en finir avec les capacités médicales, on le disait au tout début de cette émission, il y a beaucoup moins de déserts médicaux, en fin de compte, ce qui permet une prise en charge plus rapide des malades en Allemagne par rapport à la France. Alors, deuxième question, Blandine, par rapport aux restrictions, parce que à travers les médias en France, on a vu que toute l'Allemagne n'était pas confinée. Les Allemands avaient plus de possibilités de sortir que nous en France. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur comment s'est fait le confinement en Allemagne à partir de... Bah, en effet, déjà en Allemagne, nous en France, on a parlé d'un confinement qui était quand même assez strict, contrôlé. En Allemagne, on parlait de restrictions sociales, donc ce qui fait que c'était déjà beaucoup plus souple, ne serait-ce que par le nom qui a été donné. Et en même temps, ça a été décentralisé, c'est-à-dire que le confinement ou leur gestion du confinement a été gérée en fonction des Länder. Il faut savoir qu'en Allemagne, donc c'est 16 Länder, donc 16 régions autonomes d'Allemagne, ce qu'on appelle des Länder. Oui, parce qu'on est dans un État justement décentralisé, hein, Oui, un oui, État fédéral. voilà, exactement. L'Allemagne est un État fédéral, donc il y a 16 Länder en Allemagne. On se retrouve donc avec une gestion qui a été faite par les régions, par les Länder. Il y a un gouvernement dans chaque Länder, c'est une autre explication, mais il y a un gouvernement dans chaque Länder, et du coup, c'est ce qui a permis de faire le confinement ou pas. Et c'est donc les gouvernements territoriaux, si on peut dire, qui ont réagi et qui ont mis en place ce confinement ou ces restrictions sociales. Donc, c'est en effet une des premières choses. Et puis, bah, il y a aussi le fait qu'en Allemagne, il n'y a pas il y a pas ce côté tactile qu'on a en France, de se faire la bise. On se serre facilement la main, c'est vrai, mais il n'y a pas de bise, il y a pas de contact aussi rapproché. Donc, bah, on respecte encore une fois beaucoup plus les règles que quand on est toujours en train de se faire un bisou pour se dire bonjour. Et puis de la même façon, il n'y avait pas d'attestation hein, quand Non. on sortait. Et aussi, nous, en fait, avec cette crise, on a, je dirais pas découvert parce que dans certaines entreprises, le télétravail existait déjà un petit peu, mais c'était à la marge. Alors qu'apparemment, en Allemagne, c'est quelque chose de beaucoup plus habituel. Hein. Oui, les Allemands sont très habitués au télétravail depuis très longtemps, notamment quand ils sont malades, par exemple, hein, c'est un fait. Quand une personne est malade en Allemagne, on va lui dire à certains moments, ben, il vaut mieux que tu restes chez toi, tu télétravailles de chez toi, mais au moins tu es sûr de ne pas contaminer, même quand c'est un rhume ou enfin, une maladie qui n'est pas grave du tout. Hein. Mais pour ne pas empêcher les autres ou du moins contaminer les autres, on va essayer de leur faire télétravailler chez eux. Donc pour eux, ça a été très rapide à mettre en place puisqu'ils avaient déjà cette habitude et cette gestion-là qui était déjà faite, notamment dans les grandes entreprises. Donc tout de suite, ça a été une chose évidente pour eux de pouvoir le mettre en place pendant cette période. Mmh. Alors, autre question, pareil, on a vu que quand notre région de l'Est de la France a été très impactée, hein, Mm. c'était un petit peu un foyer important de contagion, l'Allemagne a accueilli assez rapidement les personnes en soins intensifs. Donc, cette gestion de la crise a été un petit peu critiquée en France, où on disait que les masques n'étaient pas utiles parce que finalement, bah, peut-être on n'avait pas
suffisamment de stock. En Allemagne, c'est un petit peu différent hein, au niveau de cette gestion de la crise. Quelle a été cette gestion au niveau de la crise sanitaire et du matériel en Allemagne? Alors déjà, oui, en effet, l'Allemagne n'aime pas trop la crise de tempérament, ce qui fait qu'ils vont plus être dans la prévention, si on peut dire, que dans la réaction. Donc déjà, comme je disais tout à l'heure, dès les premiers symptômes qu'ils ont eus, ils ont pu être testés, voir s'ils étaient contaminés positifs donc, au Covid-19. Et si tel était le cas, et même d'ailleurs s'il y avait des risques de contamination, ils étaient tout de suite renvoyés à la maison, donc n'avaient pas de lien avec les autres. Ensuite, les arrêts de travail sont possibles. En général, en Allemagne, ils sont de 3 jours, sans consultation médicale obligatoire. Donc, ce qui permettait aux gens d'avoir déjà ces 3 jours. Et en plus de ça, vu que les dépistages ont été faits très, très tôt, ils avaient un nombre de dépistages énorme à disposition. Et en plus de ça, ils avaient aussi des masques, du matériel sur blouse, gants, etc. Puisque il y avait beaucoup de laboratoires et beaucoup d'entreprises qui créaient ces matériaux dont on avait besoin sur place en Allemagne, donc pas besoin de faire venir d'ailleurs, ce Oui, qui parce fait que que nous, c'était beaucoup plus rapide. ouais, parce que nous, justement, en France, cette production du matériel médical avait été délocalisée. Voilà, Et on commence à revenir justement à une voilà, relocalisation de cette industrie exactement. du matériel médical. Le fait d'être déjà très localisé, ça permettait d'être beaucoup plus réactif, c'est le cas de le dire, pour pouvoir gérer ça. Et c'est ce qui leur a permis aussi d'accueillir notamment comme on disait tout de suite, des personnes des régions frontalières françaises, pardon, pour qu'ils puissent libérer un petit peu les places qu'il y avait en France, du fait qu'en Allemagne, les hôpitaux n'étaient tout simplement pas pleins, vu qu'il y avait beaucoup plus de lits disponibles. Ils pouvaient se permettre d'accueillir des frontaliers pour pouvoir aider au maximum les Français. Donc, pour résumer, plus de places déjà en hôpitaux avec des salles de réanimation Mm. équipées, des ventilateurs, des masques aussi disponibles, et puis des vaccins, puisque toute cette production est encore a été maintenue en fin de compte en Mm. Allemagne. Alors justement, Mm. par rapport au système de santé, on parlait en début d'émission du désert médical. En effet, l'Allemagne est un des premiers au niveau de son système de santé avec beaucoup plus de médecins, hein, je pense, pour Oui, couvrir la population. ouais, l'Allemagne est le premier pays européen en termes de santé par habitant. Ça veut dire qu'il y a environ 4,3 médecins pour 1000 habitants en Allemagne. En France, on est aux alentours de 3,4, je crois. Donc, ça fait déjà une différence. Et il faut savoir aussi qu'en Allemagne, oui, tous les ans, il y a 90 milliards d'euros alloués à la recherche. Donc, encore une fois, beaucoup de moyens mis Donc sur ce sujet-là. pour ces fameux vaccins, justement. Voilà, exactement. Et en même temps, il y a, à la différence de la France, il y a une politique à l'heure actuelle d'augmentation du nombre de soignants. Jusqu'environ en 2023, ils espèrent avoir plus de 10% de hausse du personnel soignant, ce qui fait aussi une grosse différence quand on pense que nous, en France, on a été plus dans l'inverse finalement, parce que ça a plus été dans le fermer Des des hôpitaux. hôpitaux ou des accueils de personnes malades. Hmm. Donc ça, c'est une grosse différence. Et puis après, encore une fois, le fait que les laboratoires soient sur place, beaucoup de personnes en recherche, vu qu'il y a beaucoup d'argent alloué à ce niveau-là, beaucoup de personnes en recherche, permet aussi d'avoir un système de santé qui est extrêmement presque compétitif, si on peut dire, pour pouvoir réagir au plus vite. Après, c'est sûr que le personnel soignant, c'est pas, même si on voit la différence par rapport à la France, c'est pas non plus tout rose à l'heure actuelle, puisque c'est un personnel qui est en souffrance aussi, enfin, comme en France. Il faut savoir que la population allemande vieillit de plus en plus. C'est très rare que les familles aient plus de 2, 3 enfants en Allemagne, donc on va se retrouver avec des populations qui sont vieillissantes. Les salaires, eux, par contre, n'augmentent pas. Ils sont assez, on va dire qu'ils stagnent depuis plusieurs années. Donc, c'est vrai qu'on va essayer d'aller chercher des personnels soignants d'autres pays, des pays de l'Est, d'Espagne, de France aussi, certains. Donc, Et il y a puis, environ 7% des recrutés qui viennent de l'étranger. Donc, ce qui hmm, est quand même un certain nombre hmm. pour un système de santé.
Ouais, et ça, c'est justement un point commun à nos deux piliers de l'Union européenne, la France Mm. et l'Allemagne, c'est que, ben, en fin de compte, on a un déficit en personnel médical et en plus dans le secteur public avec des salaires assez bas, ce qui Ouais. incite nos personnels soignants à aller chercher ben, au plus offrant et souvent s'expatrier en dehors Mm. de l'Union européenne où les salaires sont meilleurs. Alors, ça, Mm. c'était d'un point de vue sanitaire. Maintenant, au niveau de la gestion au plus haut de l'État, on voit bien que la personnalité de notre président de la République, Emmanuel Macron, est avec le système allemand qui est un petit peu différent, avec un président qui n'a pas tout à fait les mêmes fonctions qu'un président français, mais une chancelière qui, elle, a des attributions qui sont un petit peu plus importantes que nous, notre Premier ministre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment cette différence de positionnement au plus haut de l'État a influé sur la gestion de la crise? Mm. Alors en effet, on a donc en Allemagne, c'est une chancelière, donc là à l'heure actuelle Angela Merkel. Et donc elle, contrairement à la France qui est un État unitaire et centralisé, donc dans un même lieu à Paris finalement, ce qui signifie que tous les citoyens sont soumis au même et unique pouvoir. En Allemagne, la chancelière ne décide pas seule, puisqu'elle décide encore une fois avec ses Bundesländer, ce qu'on appelle donc les Länder, les différentes régions autonomes, les territoires autonomes, qui sont dotés de leur propre gouvernement. Donc là, c'est un point important à comprendre, c'est que les décisions, on parlait tout à l'heure du confinement, elles n'ont pas été prises par une seule et même personne, qui était donc la chancelière Angela Merkel, mais bien par 16 présidents des Bundesland, plus la chancelière allemande. Donc Et en plus, les Landes et ses présidents de région en fonction des caractéristiques de son territoire. voilà, Ce qui veut dire que exactement. ben, certains ont fait un confinement plus strict et d'autres un petit peu moins strict en fonction de la réalité de la contagion sur leur territoire. Alors qu'en France, Voilà. c'était du haut en bas et tout le monde fait pareil. Mm. Tout à Même si fait. on... En France, on a eu une gestion qui a été centralisée pour tout le monde. On a l'exemple, par exemple, des Pays de Loire qui étaient quand même moins touchés que d'autres régions, mais on a été confinés de la même manière que les personnes qui étaient, par exemple, sur la région de Strasbourg. En Allemagne, ça n'a pas été le cas. La région de la Bavière, qui a été finalement la première contaminée, puisque ce qu'on a vu, fin janvier, ils ont découvert le premier cas contact en Bavière. C'est une région qui a été extrêmement stricte au niveau du confinement, plus ou moins comme la France d'ailleurs, alors qu'il y a d'autres régions qui étaient beaucoup moins contaminées, avec beaucoup moins de cas. Ben, on a fait un confinement qui était beaucoup plus allégé, si on peut dire, et ce qui faisait une grosse différence entre les deux. Donc, en effet, les décisions n'étaient pas d'en haut, si on peut dire, mais elles étaient bien au même niveau, on va dire, que le peuple, puisque c'était les présidents des Länder qui prenaient la décision, bien sûr avec la, la chancelière allemande, mais en parallèle. Mhm. Donc, une réalité adaptée en fonction du territoire. Et puis, la personnalité aussi de nos Oui. responsables politiques, avec un Emmanuel Macron qui dit nous sommes en guerre, alors que le président de l'Allemagne... Et, Franz-Walter Steinmeier, qui est donc le président allemand, donc ça correspond, on va dire, plus ou moins pour nous Français à notre Premier ministre. C'est pas tout à fait la même chose, mais pour que les gens comprennent, c'est plus ou moins l'équivalent du Premier ministre. Le chancelier correspond plus ou moins au président de la République. Et le président allemand, du coup, correspond plus ou moins au Premier ministre. Mais en effet, nous, d'un côté, on a eu Emmanuel Macron qui disait nous sommes en guerre face au Covid-19. Et de l'autre côté, il y a eu cette réponse de Franz-Walter Steinmeier qui disait bah non, non, on n'est pas en guerre, mais c'est simplement une épreuve qu'on est en train de vivre pour l'humanité, parce que c'est pas qu'en Allemagne. Donc c'est bien une population, enfin une gestion de la population qui est différente, et en même temps, faut savoir quand même que Angela Merkel, on la surnomme en allemand Mutti. Mutti, ça veut quand même dire maman. Donc ça a une image très maternelle, un peu le côté maternant de cette personne Et d'ailleurs, si qui je peux me essaye de permettre, protéger un peu. Blandine, de t'interrompre, on l'a vu, elle a été touchée par le Covid et elle Oui. a fait une déclaration. Alors, on la voyait quelques jours avant faire ses courses dans le supermarché, on passera une image, mais après, elle a eu ce discours, enfin, c'était même pas un discours, c'était une allocution très bienveillante et de maman, comme vous dites. Hein. Oui, ouais, D'accord. tout à Et fait. Elle a été contaminée et elle s'est tenue tout de suite, elle, à se mettre, ce qu'on disait tout à l'heure, pas de confinement obligatoire.
Mais par contre, elle, pendant 15 jours, elle s'est tenue complètement à l'écart de tout. Enfin, du moins en présentiel. Elle était en distanciel pour justement montrer l'exemple d'un certain, si Et on c'est peut là dire, où comme une une autre maman. et c'est là où on a une autre différence d'approche culturelle, c'est-à-dire que les commentateurs français d'ailleurs l'ont dit, hein, une attitude d'infantilisation de la part de notre chef d'État français, alors que Angela Merkel, elle, a appelé à la responsabilité individuelle et collective de chacun dans le territoire, sur le territoire allemand, en fin de compte. Hein. Ouais. Oui, elle a vraiment cherché à responsabiliser les gens, alors que nous, on a plus essayé de cadrer, si on peut dire, les gens. Donc, il y a plus une responsabilité des gens, finalement, une autonomie des gens, et pas une façon de décider ce qu'il faut faire. Une chose qui est importante que j'ai oublié de dire aussi quand même, c'est qu'il faut savoir qu'on parlait tout à l'heure des États fédéraux, mais le milieu de la santé, c'est un budget qui est alloué par an et qui est une compétence qui est propre aux Landes. On n'en a pas parlé. C'est pas une compétence qui est nationale. Nous, le budget alloué à la santé, il est pour tout le territoire français. En Allemagne, le budget alloué à la santé, il va être différent entre chaque Länder. Et ce qu'il faut aussi savoir, ce qui est une grosse différence, c'est que les lenders qui ont des ressources plus riches, ou du moins des lenders, ce qu'on appelle les lenders plus riches, tout simplement, il y a un principe de solidarité, c'est-à-dire que les lenders plus riches, ils vont payer un petit peu plus, vu qu'il y a plus de revenus, pour aider les lenders qui sont plus pauvres, ce qui fait qu'on parlait qu'il n'y a pas de déserts médicaux, mais c'est l'exemple, c'est ce qui fait que ça permet d'homogénéiser l'ensemble du système de santé et qu'il y a un budget qui est correct pour soigner l'ensemble des patients en Allemagne. Et je pense, c'est vrai que tout à l'heure on en a parlé, je voulais le dire, puis après j'ai oublié de le dire. Je pense que c'est important à comprendre. Tout à fait. Donc voilà, toutes ces approches qui font que, en effet, bien qu'on soit dans l'Union européenne, d'ailleurs c'est la devise même de l'Union européenne, hein, unie dans la diversité, on a la Commission européenne avec le Parlement européen qui donne des lignes directrices. Je rappelle d'ailleurs que la santé n'est pas une compétence propre de l'Union européenne, mais qu'elle a un pouvoir de coordination de la réponse. Et d'ailleurs, elle a mis en place pas mal de choses. Ça, on l'a vu dans une autre émission que je vous invite à regarder à nouveau, qui est en ligne sur la chaîne YouTube d'Europe Direct Vendée. Et donc, là, on voit bien cette différence culturelle entre la France et l'Allemagne qui fait que la gestion de la crise n'a pas été à l'identique puisqu'elle s'est adaptée à la caractéristique de chacun des deux pays. Alors, justement, une autre, et on en terminera par ce point-là, une autre grosse différence aussi culturelle, c'est au niveau de l'approche des médias et comment les médias ont parlé justement de cette crise du Covid-19. Alors, Blandine, est-ce que tu peux nous dire un petit peu la différence entre les deux approches? Ouais, c'est un sujet qui me fait beaucoup rire parce que c'est un sujet que j'ai toujours du mal à, enfin, qui est facile à expliquer mais en même temps qui est complexe. Parce que déjà, moi je me rappelle quand j'étais en Allemagne, il faut savoir que les médias en allemand sont extrêmement neutres. C'est très sobre, il y a très peu on va dire, de sensationnalisme et d'émotion avec le public. Ce qui peut rendre certaines fois, il faut reconnaître, les émissions ou bien les journaux télévisés un petit peu ennuyeux parce que c'est assez plat finalement dans ce qui est dit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque foyer allemand, chaque logement allemand paye 17,50 € par mois pour une redevance de télé, même si on n'a pas de télé. Moi, en tant qu'étudiante étrangère, quand j'étais en Allemagne, j'avais pas de télé dans ma colocation. On a dû payer 17,50 € par mois parce on était sur le sol allemand et donc il fallait payer une redevance télé, même qu'on n'avait pas de télé. C'est ce qui est un petit peu difficile à comprendre pour nous Français. Par contre, ça oblige, enfin, si on peut dire, ça oblige à ce que les journalistes allemands, du coup, soient dans une explication très neutre et finalement qui ne rentre pas Dans la polémique comme on voilà, pourrait l'avoir en France. voilà. Parce que c'est vrai que dans les médias français, on a vu beaucoup qu'est-ce qui va faire du buzz et qu'est-ce qui va faire de l'audimat, Voilà. c'est de pointer l'exception qui confirme la règle, qui ne respecte Voilà. pas, alors qu'en fin de compte, tout le monde en France a bien respecté. Même quand on a ciblé la banlieue parisienne qui ne respectait pas, alors qu'au contraire, ils avaient un comportement qui était exemplaire de respect Tout à fait. de ce confinement strict. Mais voilà, pour faire du buzz en France, les journalistes sont dans cette Voilà.
approche. On a montré, en Allemagne, on n'a pas montré ceux qui n'ont pas respecté, on a montré ceux qui respectaient. Et encore une fois, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure avec Angela Merkel, qui a été maternante, qui a voulu elle-même montrer l'exemple. Mais finalement, tout ce qu'on montrait, c'était des systèmes d'exemple. Donc, il n'y avait plus qu'à les reproduire pour essayer de respecter au mieux et tout en étant autonome de ses propres Voilà. choix de vie tous les jours. Ce qu'on appelait par en appeler à la responsabilité individuelle et collective et non Exactement. pas à l'infantilisation qu'on a pu avoir par certains aspects en France. Et d'ailleurs, ce week-end, il a fait très très beau, hein, et donc les plages ont commencé à se remplir. Et sur les bords de Seine aussi, à Paris, dès les premiers jours de déconfinement, Ouais. et avec ah là là, il faut tout refermer pour malheureusement éviter la propagation à nouveau du virus. Alors que bon, les gens savent quand même respecter les consignes qui peuvent être données. Merci beaucoup Blandine pour cette explication en tant que jeune ambassadrice de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, de cet éclairage sur la différence de gestion de cette crise Covid-19 qui nous a tous impactés en Europe et plus particulièrement entre la France et l'Allemagne. De rien. Peut-être à un prochain rendez-vous pour une prochaine émission. Pourquoi pas? Et des éclairages sur les différences entre la France et l'Allemagne. Eh bien, on vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée, en fonction de quand vous réécouterez notre émission. Et à une prochaine fois avec la chaîne YouTube Europe Direct Vendée. À bientôt, merci, au revoir. À bientôt.